Eco & Co vous est présenté par la Banque privée du Crédit Agricole Nord-de-France. Le pôle énergie 2020 prépare la transition énergétique de notre territoire. C'est le dossier de la deuxième partie, et c'est de l'innovation. Et on va également parler de prévention, prévenir vos droits à la retraite. Oui, la retraite, ça doit se préparer tôt, très très tôt même. Notre expert nous attend. Ah, vivement la retraite, Grégory. Bonjour. Non, je plaisante. Je dis ça parce qu'on va parler de votre retraite aujourd'hui, que vous soyez salarié, chef d'entreprise, avec Grégory Denis. Et vous allez nous emmener à la rencontre de l'un de vos adhérents. Tout à fait. Je vais vous emmener dans le Valenciennois pour parler effectivement retraite, parce qu'il faut savoir que près de deux actifs sur trois disent qu'ils n'auront pas les moyens financiers suffisants à l'âge de la retraite. Donc c'est un vrai enjeu, ça se prépare très tôt. Et pour illustrer ça avec les équipes, on vous propose de rencontrer Denis L'Hôtellerie. Il habite à Brie, c'est dans le Valenciennois. On y va. Après avoir exercé plusieurs métiers, Denis gère actuellement une exploitation agricole. Culture de céréales et de légumes, élevage de bovins font partie de son quotidien. Mais cela n'en fera plus totalement partie, puisqu'à bientôt 60 ans, Denis pense à prendre sa retraite. J'ai décidé de préparer ma retraite maintenant, parce que d'abord on n'y pense pas jeune, malheureusement. Il ne faut pas que ce soit un événement qui nous arrive comme ça de façon inattendue. C'est brutal, c'est une cessation d'activité presque. C'est le côté... la préparation humaine, si on peut dire. Après, il y a le côté financier aussi. Bien préparé, parce qu'on est chef d'entreprise. Il y a des tenants et des aboutissants qu'on ne connaît pas. Déterminer l'âge légal et avec quelle pension partir à la retraite n'est pas chose facile. Denis est épaulé dans toutes ses démarches par un conseiller Serre France. D'autant plus que l'agriculteur veut céder l'entreprise à son fils. L'enjeu de faire une étude sur la retraite avec Serre France, c'est d'en faire une optimisation entre les 62 ans qui sont l'âge idéal pour la reprise de mon fils, les 64 ans qui seraient nécessaires pour moi avoir une pleine retraite. Là, ce serait l'âge pleinement cotisé. Donc, je pense que la priorité sera plus ou moins donnée au fils quand même. Dans quelques années, Denis sera retraité. Son fils reprendra les rênes de la société. Il pourra alors profiter d'une retraite bien méritée. Alors, nombre de trimestres, âge légal, on peut faire un point sur tout ça, d'autant que ça change tout le temps. D'accord. Alors, l'âge légal de la retraite, dans le régime général, en France, c'est 62 ans. Alors, on est en France, il y a des exceptions, régimes spéciaux, fonctions publiques, etc. Mais c'est 62 ans. Il faut avoir cotisé entre 160 et 172 trimestres. D'accord. 160 si vous êtes né en 1948, 172 si vous êtes né à partir de 1973. Voilà. Alors après, il existe ce qu'on appelle les carrières longues. Si vous avez commencé à travailler avant 20 ans et que vous avez tous vos trimestres, eh bien là, vous pouvez partir à partir de 60 ans. Voilà le principe. Depuis 2015, il y a une nouveauté, c'est ce qu'on appelle les comptes de prévention de la pénibilité, où vous pouvez, si vous avez par exemple un travail de nuit, des charges lourdes, des choses répétitives, cumuler des points pour partir jusqu'à 2 ans plus tôt. D'accord. Et puis, dernier point, il faut savoir que vous pouvez racheter des trimestres. Ça coûte entre 1 000 et 6 000 euros, ça dépend de beaucoup de paramètres. Mais ça permet aussi de voir si on peut partir plus tôt. Bon, et qu'est-ce que je peux faire concrètement pour préparer financièrement ma retraite et faire en sorte d'avoir une baisse pas trop forte de mes revenus? Près de 2 Français sur 3 ne font pas d'épargne de précaution par rapport à la retraite. Ah ouais. Voilà. Donc nous, les conseils qu'on leur donne, c'est déjà, par exemple, sur l'immobilier. L'achat de sa résidence principale fait qu'à la retraite, bien, il n'y a plus de loyer, il n'y a plus de remboursement de prêt. C'est un premier avantage. Le locatif, qui permet aussi, avec des dispositifs fiscaux, de se constituer un patrimoine ou un complément de revenus. Après, il y a bien évidemment les assurances ou les placements. Alors dans les assurances, il y a la célèbre assurance vie, mais il y a également toute une panoplie de placements qui en plus ont des avantages fiscaux. Alors je vais en citer que quelques-uns. Vous avez le PERP, le plan d'épargne retraite populaire. Vous avez le Madelin pour les travailleurs non salariés. Vous avez le PERCO, le plan d'épargne retraite collectif. Voilà tous les dispositifs. Et puis, si vous arrivez à la retraite et qu'il vous manque un complément de revenu, vous pouvez cumuler emploi et retraite. Ça, c'est un élément important. Et puis, comment on s'adresse aussi à des chefs d'entreprise, bien valoriser son entreprise,
au moment de sa cession, c'est aussi un élément pour constituer un patrimoine et un complément de revenu. D'accord. Alors, en 2 mots, comme Denis l'hôtellerie, on l'a vu dans le reportage, à partir de quel âge je dois commencer à m'occuper du sujet de ma retraite? Alors, nous, ce qu'on a l'habitude de dire à nos adhérents au CERF France, c'est à 30 ans, c'est le bon moment pour commencer une épargne liquide. Parce que plus vous démarrez tôt, moins l'effort d'épargne est important. Mais liquide, parce que à 30 ans, on est encore jeune. À 40 ans, c'est le bon moment de revoir ses placements, peut-être un peu moins liquides. L'immobilier, on l'évoquait, faire un point sur sa carrière. À 50 ans, c'est le bon moment pour faire un bilan retraite. Est-ce que je dois racheter des trimestres? Comment je prépare la transmission, la cession de mon entreprise? Voilà. Et à 60 ans, c'est le bon moment de commencer à reconstituer sa carrière, liquider ses droits à la retraite et puis profiter de sa retraite. Profiter de sa retraite, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Une fiche pratique précise sur la retraite réalisée par les équipes de CERF France Nord-Pas-de-Calais est à votre disposition et vous pouvez la télécharger, la récupérer sur l'adresse qui s'affiche à votre écran. J'allais vous dire bonne retraite, encore quelques années. Oui. Mais je suis sûr que vous y réfléchissez. Je prépare, je suis les conseils. Très tôt. Merci beaucoup à très bientôt. Et à très bientôt pour de nouveaux conseils. Bienvenue à Valérie Calmin, qui est directrice du pôle Énergie 2020. On vous explique dans quelques instants ce qu'est ce pôle. On est à peu près 7% de la population nationale dans le Nord-Pas-de-Calais. En revanche, on émet pour 11% de gaz à effet de serre. Bon, ça tient aussi à notre réalité industrielle. Et la transition énergétique, je le disais en titre, est très importante. C'est quoi concrètement la transition énergétique ? Alors la transition énergétique, c'est le changement d'énergie. Comment passer d'énergie traditionnelle, énergie fossile, énergie nucléaire, pétrole, charbon, exactement, vers une énergie renouvelable. Donc il faut développer les énergies renouvelables. Tout à fait. On dit aussi les énergies alternatives. Exactement. Alors c'est quoi? Alors les énergies renouvelables, les énergies nouvelles, ce sont par exemple l'éolien, le solaire. Et en région, on a déjà un certain nombre d'installations dans le domaine. Par exemple, on a déjà 400 éoliennes posées sur terre en région. En Nord-Pas-de-Calais. En Nord-Pas-de-Calais. On a des établissements qui récupèrent de l'énergie solaire grâce au photovoltaïque. On a de la cogénération. Et on a également un certain nombre d'installations de production de biogaz, qui sont environ une trentaine aujourd'hui en région. Alors on vous l'a déjà dit à plusieurs reprises, cette région veut être leader dans la production de biométhane injecté. Vous nous avez amené un bel exemple. On va aller sur le terrain et ensuite on va décrypter ça avec vous. Regardez. Donc après, là, il faut régler le débit au niveau de la plante. Depuis 2011, Pierre est éleveur laitier. Avec sa famille, ils viennent de mettre en route leur projet Biogaz PVL, une des premières centrales de méthanisation dans le Nord-Pas-de-Calais, à produire du gaz pour être injecté dans le réseau GRDF. Celle-ci repose sur un procédé novateur et inédit. Les déchets sont broyés, ils sont incorporés dans un digesteur dans lequel ils vont séjourner pendant un mois à 37 degrés. Il y a des bactéries qui vont digérer ces déchets pour produire du biogaz. Et on va ensuite concentrer ce gaz en méthane. Ce gaz naturel, on va l'injecter dans la conduite GRDF et ce gaz va servir à alimenter donc, les foyers, les maisons, les écoles. L'intérêt sur le plan des cultures, on va économiser des engrais d'origine chimique. Et enfin, sur le plan environnemental, on va réduire les gaz à effet de serre. À quelques kilomètres de là se trouve l'entreprise Chomeka. C'est elle qui a co-conçu et fabriqué l'épurateur de l'installation de Pierre. L'innovation est au cœur de cette société française. 500 000 € du chiffre d'affaires annuel y sont consacrés. À l'échelle de l'entreprise, il est clair que nous ne pouvons durer, perdurer et nous développer que si nous avons des avantages concurrentiels défendables et durables. L'innovation est absolument clé pour nous. D'un point de vue contribution sociétale et également d'un point de vue image, il est pour nous absolument essentiel de contribuer à la troisième révolution industrielle et à la transition énergétique. Si la centrale de méthanisation tourne à plein régime, elle sera rentabilisée au bout de 8 ans. Pierre pourrait alors fournir jusqu'à 10% de la consommation de gaz des villages alentours. L'innovation est un élément clé pour nous, dit cet industriel. Alors que représente cette filière énergétique dans notre région ?
La filière énergétique en région est très dynamique. Il y a environ 5 900 établissements qui la constituent, ce qui correspond à 41 400 emplois salariés en région. Ah oui, donc ça pèse vraiment quand on compare à des secteurs plus traditionnels comme l'automobile, par exemple. Où sont les enjeux? Alors, les enjeux de la filière sont multiples. Ils sont tout d'abord comportementaux. Comme pour vous, comme pour tous les citoyens, il s'agit de changer ses méthodes de fonctionnement, son approche de l'énergie. Ça part de là. Chacun d'entre nous. Tout à fait. Ensuite, il y a bien entendu des enjeux énergétiques. Ces enjeux technologiques sont plutôt sur le stockage de l'énergie et sur l'efficacité énergétique, sur les nouveaux process et l'optimisation de ces process. Et également, pour finir, des enjeux d'infrastructure. Avec l'apparition de nouvelles formes d'énergie, des énergies renouvelables, c'est très important de pouvoir les intégrer dans les réseaux énergétiques actuels. Alors le pôle énergie 2020 que vous dirigez anime cette filière qui est en croissance, je suppose, qui crée des emplois. C'est important à noter. Comment ça se passe et comment on se comporte par rapport à d'autres territoires ? Alors effectivement, le pôle énergie aujourd'hui anime cette filière au niveau économique. Donc on met en relation les acteurs des entreprises, les acteurs de la recherche et les institutionnels pour développer de l'innovation. Et on est aujourd'hui, grâce en particulier à la stratégie régionale et à la troisième révolution industrielle, nous sommes un acteur très dynamique au niveau national et international. Oui, la clé est dans le décloisonnement, travailler ensemble, les chercheurs, les industriels, les consommateurs que nous sommes également. Voilà, tout ça, c'est effectivement travailler ensemble, coopérer pour aller vers l'innovation et vers une transition énergétique. La filière énergétique, actrice de l'innovation dans notre région, et allez chercher des renseignements sur ce site ginov.com qui apparaît à l'écran. Et n'oubliez pas, la transformation énergétique, ça nous concerne d'abord nous, vous, moi, vous Valérie. Merci pour votre témoignage et merci à vous pour votre fidélité. À très bientôt. Eco & Co vous a été présenté par la banque privée du Crédit Agricole Nord de France.